Ouli, 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 barayala, ouli, 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 barayala. Fidèles téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'émission Vie de couple. Je suis Nami pour vous servir sur la chaîne Emily Web TV avec pour invité coach Oramba. Alors, je vais laisser la parole à Monsieur Oramba pour qu'il puisse se présenter davantage. Bonsoir madame, bonsoir aux fidèles téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis coach Oramba Adama. Merci monsieur. Alors en ce qui concerne le thème vie de couple, pouvez-vous un peu nous décortiquer ou nous définir le mot couple, s'il vous plaît? Je dois dire que le terme couple, pour trouver sa définition, nous devons nous conférer au code de la famille au Burkina Faso, qui dit que le mot couple désigne deux personnes, un homme et une femme, qui ont décidé de vivre ensemble et par le lien sacré du mariage. Le mariage est célébré par un officier d'état civil et comme on le dit, c'est un lien sacré et dès que le mariage est célébré, alors on dit qu'ils sont en couple. Ça, c'est notre code de la famille qui le dit. Je crois qu'il est en relecture. Et si le code est relu, ça veut dire que ça ne sera pas forcément ce qui est prononcé devant l'état civil, qui consacre le couple, mais ce qui est aussi célébré au niveau de nos mosquées, nos églises, où traditionnellement, on aura en tout cas le terme couple qui va apparaître. Ok, merci monsieur. Maintenant, en ce qui concerne, comme vous l'avez si bien dit, monsieur et madame, voilà. Est-ce que le couple s'arrête rien qu'à eux deux ou bien, bon, c'est pas... Bon, madame, le terme couple même est un terme étranger aux Africains. Okay. Voilà, parce que c'est un terme... On retrouve les couples à partir de quand? Après la colonisation. Donc, c'est pendant la colonisation que nous avons compris que voilà, on peut vivre en couple et après, c'est vraiment une notion moderne. Voilà. Sinon, ce que nous savons de l'Afrique, c'est des foyers, c'est des familles qui sont constituées. Donc, vous avez les chefs de famille et autour des chefs de famille, vous avez plusieurs femmes, une ou plusieurs femmes qui vivent plus des enfants. Voilà. Et c'est que nous avons appelé plus tard la famille élargie. Donc, on va avoir les grands-parents qui vivent dans la famille, on va avoir tout le monde, les neveux, les nièces, etc. Donc, ça forme c'est un foyer, une famille. Voilà. Mais donc, la notion du couple qui a été repris carrément dans le code de la famille, qui est une loi consacrée. Et ça, c'est des lois qui sont venues, qui résistent notre mode de vie actuel, sont les lois importées. Donc, la notion du couple va apparaître et on va dire que pour que on parle de couple, il faut que un homme et une femme se marient devant l'officier d'état civil, voilà, pour vivre en couple. Mais comme vous l'avez dit, ça dépend. Parce que le code même de la famille précise que pour la famille, le couple, ça peut être pour vivre dans un foyer monogame ou polygame. À ce moment-là, l'homme a la possibilité de prendre plusieurs femmes. Il y a souvent, vous aurez une grande famille, un foyer. On ne parlera pas de couple en ce moment. Mais quand vous êtes deux seulement, alors, couple veut dire deux. Donc, vous serez deux. Mais, ce qui n'exclut pas que, bon, vous allez consulter une famille qui va s'élargir plus tard. Voilà ce que on entend par notion de couple, selon le code de la famille. Ok, merci, mais c'est ce que moi je veux comprendre. Comme vous avez si bien dit que c'est le mot emprunté, c'est un mot étranger. Mais en Afrique ici, on parle de vie de couple. Mais maintenant, moi je vois que il y a monsieur, il y a madame, il y a les enfants, il y a papa du monsieur, bon, il y a les tantes, il y a les frères, il y a les sœurs. Bon, selon moi, ma vision en Afrique ici, une vie de famille au lieu de vie de couple. Absolument, je suis d'accord avec vous. Oui.
je suis d'accord que en Afrique, on devrait dire vie de famille, au lieu de dire vie de couple. Mais quand cela ne tient, dans les deux notions-là, nous sommes à l'aise pour en parler. On peut prendre, selon le contexte africain, quelle est la vie de famille, nous sommes très à l'aise pour qu'on en discute. Si vous voulez aussi qu'on parle de vie de couple, ça veut dire que seulement l'homme et la femme qui constituent la petite famille pour vivre, on est aussi à l'aise pour discuter de cela. Dans tous les cas, la notion de famille est régie par le code de la famille. Vous voyez, on n'a pas dit le code du couple, on a dit le code de la famille. Et c'est à ce moment-là que ça permet à certains d'être dans des foyers monogames. Il y a sûrement, ils sont en couple, ou dans des foyers polygames, et ils seront en famille ou en foyer. Voilà. Donc c'est parce que même dans le foyer monogame, les enfants vont naître. Il se peut que vous gardiez vos parents à côté, et tout ça constitue la famille. Donc l'Africain s'adapte en fonction de... C'est une loi qu'on a adoptée, mais ça permet à l'Africain quand même de s'adapter et de voir en fonction de ses moyens, faire l'option du mariage qu'il veut, de vie qu'il veut. Voilà. D'accord. En ce qui concerne les deux thèmes, si je peux dire, vie de couple ou bien vie de foyer et de famille, bon, si en Afrique ici, nous on veut adopter vie de couple, je crois qu'il y a contrainte, puisque les parents vont dire non, le monsieur a marié sa femme, il s'est détaché de la famille. Alors moi, j'aimerais savoir, en Afrique ici, qu'est-ce que nous doit adopter? Et madame, je n'ose pas. Je ne voudrais pas être catégorique dans nos propos. Ok. Voilà. Et je n'ai pas de choix à faire. C'est les gens qui font leur choix. Les gens choisissent de vivre soit en couple ou en famille. C'est leur choix. Et nous, en tant que coach, c'est d'éclairer les uns et les autres sur ce qu'il faut faire pour que ça marche. Même si vous êtes dans un foyer ou vous êtes dans un foyer monogame, vous vivez en couple ou bien vous vivez en famille. Nous, notre rôle en tant que coach, là, c'est d'accompagner tout le monde pour que la vie en famille soit heureuse, la vie en couple soit heureuse. Donc, on a les compétences pour accompagner chacun là où il est, qu'il vive dans un foyer polygame ou dans un foyer monogame. Nous pouvons l'accompagner pour que sa vie soit heureuse. Donc, et je dois vous dire que ce qui est intéressant, c'est qu'en Afrique, vous trouverez toutes ces situations. Vous avez des familles qui vivent vraiment à vase clos, c'est-à-dire c'est madame et monsieur. Et ça ne dérange personne, n'est-ce pas? Voilà, ça ne dérange pas la société. Donc vous avez aussi des gens qui sont vraiment connectés à la famille jusqu'au village. Et ça aussi c'est bon. Donc, non, on trouve toutes les situations et nous pouvons les aborder sans difficulté. Voilà, donc vous faites l'option et on verra comment on va traiter amplement la vie à l'intérieur d'une famille. Il n'y a aucun problème. Je suis tout prêt pour vous accompagner. D'accord. Parlant toujours de vie de la famille, lorsque monsieur et madame vivent en famille, il y a des situations très embarrassantes vis-à-vis de la femme, du côté de la belle famille. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? D'accord. Bon, vous n'avez pas été très précise, mais je vis dans une famille, je dois comprendre, je suis coach également. C'est des situations que nous pouvons appréhender lorsque on aborde ce sujet. Non, je dois dire que la famille a des valeurs à partager. Dans une famille, il y a les valeurs de solidarité, les valeurs d'entraide, les valeurs de respect mutuel qu'on doit d'abord accepter. Le code de la famille même prévoit un certain nombre de règles pour permettre à un couple de vivre aisément, harmonieusement. Donc, les tantes, les sœurs, les belles-sœurs et autres ont leur place dans une famille. Pour peu que dans la famille là,
les deux mariés, l'homme et la femme qui sont mariés et qui ont leur tante, leur soeur autour là, pour peu qu'ils les intègrent, qu'ils discutent avec ces gens-là pour créer le cadre qu'il faut. Donc, c'est l'écoute qu'il faut privilégier, c'est la communication qu'il faut privilégier pour que ce que vous dites là ne puisse pas surgir dans une famille. Parce que si une famille n'est pas heureuse, ça déteint sur vos activités, ça déteint sur vos enfants, ça déteint sur tout le monde, l'ambiance générale de la famille, et c'est pas évident, ça déteint même sur votre santé, et ce n'est pas évident que vous puissiez être une famille épanouie, donc une famille productrice, une famille capable d'apporter une plus-value à la société. Voilà. Bien, étant coach, toujours, moi j'aimerais savoir, lorsque madame a des problèmes avec ces belles, ce qu'on appelle la belle famille, par exemple le frère du monsieur ou bien la sœur du monsieur, et que d'une part le monsieur doit trancher ou bien doit prendre par une partie, et puis bon, c'est pas quel conseil vous pouvez nous prodiguer pour que on puisse vraiment se situer. D'accord. Alors, si les bases de la famille, les bases qu'on a établies avant le mariage et pendant le mariage ne sont pas violées, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Pour nous, en tant que coach, les bases, là, parce qu'il y a des discussions avant le mariage. Dès que vous découvrez que vous avez décidé de convoler en mariage, en Afrique, là, on dit que c'est des familles qui se marient. Ce n'est pas des individus qui se marient. Donc, le futur beau mari connaît sa belle famille, c'est-à-dire la famille de sa femme, connaît la taille de la famille. C'est que la femme a des cousins, des frères, la famille est étendue. Il connaît le comportement des membres de sa belle famille. La future épouse connaît également la famille de son mari, la taille de la famille, le comportement, ainsi de suite. Ce qui est très intéressant en Afrique, c'est que quelle que soit la forme de mariage que on adopte, on a toujours ce qu'on appelle le mariage traditionnel, ce qu'on appelle le opossum en général. C'est pas le opossum, c'est amoureux, mais au Burkina, pratiquement toutes les communautés ont adopté le terme. Ça veut dire quoi? Que c'est pratiquement le mariage traditionnel qui permet aux deux familles de découvrir davantage et de découvrir leurs coutumes, leurs us et coutumes. Ce qui est très différent du mariage qui est célébré à la mairie où vous pouvez partir avec 2 personnes, 3 personnes. Mais le proposition là, on ne peut pas aller à 2, on ne peut pas aller à 3. Ce n'est pas possible. On ne peut pas aller faire les propositions tant qu'on ne connaît pas les parents de la fille. Généralement, comme on part faire les propositions dans la belle famille, il arrive même qu'on fasse des sacrifices. Et les sacrifices là sont invoqués sur l'autel des ancêtres de la femme. Donc, ça fait que les familles se connaissent déjà très tôt. Comme ils se connaissent et que des règles ont été édictées. Ensuite, les tantes, les mêmes tantes qui vont faire l'objet de bagarres plus tard là, sont là à côté pour vous accompagner, donner tous les conseils nécessaires pour que vous puissiez réussir votre vie de couple. Donc, en principe, toutes ces règles-là, tous ces conseils ont été suivis, ça ne devrait pas avoir des problèmes. Voilà. Souvent, les problèmes arrivent parce que on n'a pas instauré, on a violé les règles et on n'a pas instauré une communication sereine. J'insiste sur la communication. Il faut communiquer nécessairement. Quelle que soit la situation, si vous communiquez, vous allez trouver toujours une solution. Il peut arriver que malgré tout ça, il y ait une rupture, la tension soit au maximum. Vous pouvez faire appel à un conseiller conjugal. Vous pouvez faire appel à vos témoins. Parce que ce soit le mariage religieux ou à la mairie, vous avez des témoins. Oui. Qui sont vos premiers conseillers, les conseillers de proximité. Qui doivent tout le temps être alertés pour pouvoir intervenir et vous guider. Malheureusement, au regard de ce que nous vivons aujourd'hui, un couple peut se retrouver très éloigné de ses témoins, parce que pour des raisons de, voilà, on se marie ici au Burkina et on s'envole pour la Côte d'Ivoire ou on s'envole pour New York ou encore Singapour et on vit là-bas. En ce moment-là, quand il y a des difficultés, vous ne pouvez pas faire appel à vos témoins. Et généralement, on passe par le téléphone pour régler ces numéros. Le téléphone, c'est pas évident. Voilà. Donc, nous avons constaté que beaucoup de familles, souvent, arrivent à la rupture sans passer par les étapes de la discussion.
de la communication. Et ça, c'est vraiment déplorable. Nous insistons pour que de plus en plus, les couples comprennent qu'il n'y a que la communication qui règle les choses en famille. Si la communication elle est très importante, il n'y a pas la communication le soir où chacun est branché sur son écran, est capté sur un écran et puis on ne se parle pas, ça c'est pas ça. La communication a des moments dans la famille, il y a des moments précis que vous devez décider de mettre le dialogue là sur la table et à ce moment tout le monde parle et on doit s'écouter. On s'écoute à tous les rôles et on fait en sorte que et chaque fois que quelqu'un prend la parole, qu'on n'interrompt pas, qu'on écoute jusqu'au bout. Comme on l'a dit, parce que souvent ce n'est pas de mauvaises paroles qu'on dit, il n'y a pas de mauvaises intentions. Souvent les paroles là, c'est des mauvaises interprétations. Voilà. Sinon souvent c'est pas des mauvaises intentions. Les gars s'expriment, il a l'intention de dire la vérité, mais quand on interprète mal, ça devient un problème. Donc, ce qui nous arrive souvent, c'est les déductions. Dans la famille, on dit, donc tu voudrais dire ceci, donc tu voulais dire quoi. Quand on fait les déductions, alors on est dans le domaine de l'interprétation des propos. Et ça n'arrange pas les foyers, ça n'arrange pas la famille. Je pense très humblement qu'en Afrique, normalement, on devrait avoir de moins en moins de problèmes parce que les familles sont constituées et les familles devraient apporter leur contribution pour la résolution des petites crises qu'on a dans nos foyers. Comme je l'ai dit et vous l'avez dit, ça existe parce que nous-mêmes, on a eu la chance d'aller dans les tribunaux et on a vu des mariages qui ont été disloqués, voilà, des divorces qui ont été prononcés devant les juges. Et malgré l'expérience, la dextérité des avocats, et les compétences des avocats, souvent les gens arrivent en tout cas, déchirer leur papier de mariage. Et c'est vraiment un dommage. On peut aller au-delà. Quand vous allez jusqu'au divorce, alors que vous avez déjà fait des enfants, ça joue beaucoup sur vous. Facile. Même quand vous partez, vous avez une partie qui est restée. Oui. Je vais vous faire... si vous permettez, chez historien et anthropologue, je vais vous dire que quand on partage son intimité avec un homme, une femme, ce n'est pas bon de se séparer comme ça. Sauf cas de force majeure, c'est-à-dire sauf menace sur la vie. Sinon, quand vous avez eu la chance de partager l'intimité avec un individu, que ce soit une femme, un homme, vous partagez l'intimité, vous avez partagé vos énergies. Et si à l'issue de ce partage d'énergie, vous avez conçu, alors faites attention à ce que vous faites. Vos propos, tout ce que vous tenez, faites attention pour ne pas aboutir à la rupture. Parce que quand il y a rupture, parfois c'est des souffrances. Donc, des douleurs peuvent être portées par les enfants sur plusieurs générations. Alors que c'est vous qui avez été à la base de ça. Les enfants qui viennent plus tard innocents vont porter votre douleur là. Ils partagent même à leurs enfants plus tard. Et ce n'est pas de génération en génération. Il faut qu'un jour, quelqu'un arrête ça en faisant ce qu'on appelle un acte sacrificiel pour que ça s'arrête. Donc, il faut de plus en plus encourager, et nous, en tant que coach, notre rôle vraiment c'est d'encourager les couples, les familles à privilégier le dialogue, les échanges, vraiment dans les foyers, pour vraiment accompagner les enfants à réussir, constituer vraiment des familles, que plus tard les vieux de la famille deviennent des ancêtres. Parce que c'est pas facile d'être ancêtre. Hein. Voilà. Nous, heureusement, ces derniers temps, on est en train de revenir sur nos traditions et vivement que nos ancêtres entendent notre cri de cœur, que nous voulons que dans nos familles là se constituent des véritables ancêtres qui nous protègent. Et pour que nous soyons des ancêtres, il faut que dans notre vie de couple aujourd'hui là, nous soyons en paix avec nous-mêmes, avec nos époux et nos épouses, pour vraiment permettre à nos enfants de s'épanouir et d'apporter ce qu'ils peuvent à la nation. D'accord. Je dis souvent, on entend dans les familles que la mariée doit être mariée à la famille, non pas à son mari seulement. Moi, j'aimerais qu'étant coach,
puissiez nous éclaircir davantage l'expression-ci. D'accord. Marié à la famille, je l'avais déjà développé, hein, parce qu'une femme se marie à une famille et un homme épouse une femme issue d'une famille. On a dit que le mariage en Afrique, c'est des familles qui se marient. Pourquoi? Parce que dès que vous arrivez dans la famille, là, vous avez votre homme, votre mari, comme on le dit, et tous ses frères-là, vous les appelez comment? Des maris. C'est ça? Oui. Parce que si votre mari, entre-temps, tombe dans une situation d'impotence, il n'est pas décédé, mais ça veut dire qu'il ne peut plus d'invalidité. Il faut que vos frères, là, les beaux, là, apportent à manger à votre mari et à vous. Mais si vous pensez que vous n'êtes pas marié à eux, croyez-vous qu'ils vont vous apporter de l'aide? En fait, la famille, la notion de famille apporte la solidarité. Ça rime avec solidarité. Donc c'est pour cela que vous vous mariez à une famille et non à un individu. Parce que l'individu, elle, c'est solitaire, ce n'est pas solidaire. Vous comprenez? Oui. Voilà. Le collectif est solidaire. Donc vous dites, dans la famille est solidaire. Mais vous pensez que vous êtes marié à un individu. Non, non, c'est pas à toi que je suis marié à un tel. Non. Les femmes devraient comprendre, et les hommes aussi, que on se marie à une famille. On va aller plus loin. Vous avez votre mari peut malheureusement décéder. S'il décède et que vous décidez de ne pas aller ailleurs et de rester, si dans votre mental les petits frères ou les grands frères de votre mari ne sont rien, si du vivant de votre mari vous les avez jamais considérés, vous savez que la vie, c'est-à-dire l'ambiance de vie va être encore plus exécrable. Vous allez souffrir davantage. Mais si vous avez créé une bonne ambiance avant la situation malheureuse, vous allez vous rendre compte que tout de suite, tout le monde vous prend en charge, sans que forcément chacun ne cherche à vous épouser sous la forme de lévira ou pas. Voilà. Sans oublier que le lévira n'est pas interdit au Burkina Faso, il y en a qui le pratiquent. Et ça constitue un ressort pour la femme de se reconstituer et de vivre auprès des enfants et de continuer. Voilà. Bon, mais de plus en plus, les femmes disent non, bon, je ne peux plus revivre avec quelqu'un, je reste à côté de mes enfants. Tant qu'elle n'est pas vieille et qu'elle peut aller ailleurs se marier, elle ira ailleurs, mais elle peut décider de rester auprès de ses enfants. Donc, la notion de je suis marié à une famille là a toute son importance. Ça vous permet d'avoir une vraie couverture, une protection. Comme on l'a dit, quand vous êtes sur le dos d'un éléphant, vous ne devez pas craindre la rosée. Vous êtes sur le dos d'une grande famille, vous ne devez pas craindre la rosée. Vous n'avez pas avoir peur de quelque chose. Mais si vous vivez en autarcie avec votre mari exclusivement, généralement quand il y a une situation, la famille se met à côté et vous regarde vivre difficilement votre vie, comme on le dit. Comme nous tirons vers la fin de notre émission, alors, étant coach, quels sont les conseils que vous pouvez prodiguer pour nos jeunes couples d'aujourd'hui pour éviter vraiment beaucoup de divorces? Je dois dire que ce n'est pas seulement les jeunes couples, hein, même les vieux couples se divorcent. Hein. On a vu récemment quelqu'un qui a divorcé après, un couple qui a divorcé après 56 ans de mariage. Donc c'est pour vous dire que non, le divorce peut intervenir à tout moment. Alors il se trouve que le phénomène est de plus en plus fréquent dans notre contexte, en Afrique comme ailleurs. Mais je dois dire que c'est l'impréparation au mariage là qui amène ça. On ne se prépare pas suffisamment pour aller au mariage. On n'est pas suffisamment mature quand on va au mariage. Le garçon ou la fille. Nous avions dans nos sociétés traditionnelles des ressorts, c'est-à-dire les initiations. Et au cours des initiations, même si tu sortais du cadre d'initiation à 12 ans, on t'avait donné déjà les outils nécessaires pour vivre en couple. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Il n'y a plus de... Vous entendrez de moins en moins des gens qui sont initiés là, qui divorcent. Hein. Voilà. Ceux qui ont fait des initiations ne divorcent pas comme ça.
vous avez fait l'initiation, votre femme a fait l'initiation et que vous êtes marié, c'est très difficile pour vous de divorcer. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ça. Oui. Donc, comme il n'y a plus de garde-fou, il n'y a rien qui protège la famille, il n'y a plus pas d'initiation. Les gens pensent qu'on peut se marier et puis partir comme ça. Et puis un jour, dit non, ça va, on fait la rupture. Et il n'y a pas de suite. Il y a toujours une suite. Mais comme on n'est pas initié, on ne connaît pas la suite en réalité. La suite est malheureuse. Quand vous divorcez là, la suite là est malheureuse. Mais comme on n'est pas initié, on ne sait pas, on pense que c'est faux. Et quand on a des difficultés plus tard, on a des maladies, on ne lit même pas ça à notre acte de divorce. Voilà. Alors qu'il faut toujours penser à ça. Que vous pouvez développer des maladies à l'issue de votre divorce. Des maladies qui sont liées à l'acte que vous avez posé, au simple fait que vous avez fait l'amour et que vous avez partagé des énergies. Parce que quand vous partagez des énergies, vous voyez, quand on dit par exemple la drépanocytose, j'ai fait une ouverture, une parenthèse. C'est quand les deux parents là ont le sang, comment on appelle ça en science, en tout cas dans le sang, ils ont les SC ou les drépanocytoses. Voilà. Donc c'est le sang qui se mélange pour partager, pour donner à l'enfant les germes de la drépanocytose. Ça veut dire quoi? Que l'enfant issu de votre amour a les deux sangs que vous partagez. Vous imaginez que vous avez partagé vos deux sangs avec des enfants et vous pensez que c'est rien, que vous pouvez divorcer comme ça. Vous ne pouvez pas divorcer comme ça. Là, non, c'est voilà. Donc, le divorce, normalement, si faut avoir qu'on ait une culture africaine très prononcée pour comprendre la notion de famille et éviter les divorces. Ce n'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon. Et en tout cas, des cas de divorce, celui qui a provoqué le divorce, la plupart du temps, souffre après. Et souvent développe des choses inattendues et lui-même il ne comprend pas. C'est dommage qu'on n'arrive pas à faire le lien avec notre comportement, mais vous pouvez développer des pathologies, des maladies graves et qui vont vous suivre. Donc, nous demandons aux jeunes de plus en plus de faire attention, de se préparer pour le divorce. Parce que vous pouvez vous marier, épouser une fille d'une famille où là-bas, on ne prend pas et qu'on divorce. Alors que vous ne connaissez pas la famille. Avant, on connaissait la famille. On faisait tout pour connaître la famille. Je vous dis en anthropologie, par exemple, quand vous annoncez à votre papa que vous voulez vous marier, le papa prend l'information, il remonte aux grands-parents, et les grands-parents regardent, et ensuite ils mettent une enquête. Ils vont déployer des gens sur les marchés où fréquentent la famille de la future mariée. Ils vont faire des enquêtes pour voir si dans cette famille-là, il n'y a pas eu des cas d'épilepsie, des cas de noyade, des cas de morts violentes, etc. Ils font faire des enquêtes. S'il y a eu tous ces cas-là, et que malheureusement ils n'ont pas fait des réparations, la famille là vient te dire non, que cette fille-là, il faut l'abandonner. Ah oui. Mais si vous n'avez pas informé, comme ce qui se passe aujourd'hui, je suis allé à l'aventure, je suis fonctionnaire à quelque part, j'ai croisé une fille, je ne connais pas très bien la famille, elle est très belle, je viens, j'ai dit à mes parents, j'ai eu une fille, mon mariage là c'est pour tel jour, de toute façon j'ai mon argent. J'ai déjà apprêté tout. Bon, on vient, on vous marie, mais on ne connaît pas la famille. On ne sait pas s'il y a des interdits, s'il y a des rites à faire, il y a sursis à faire, on ne le fait pas, on s'élève le mariage et après, les jeunes là souffrent tout seuls dans leur foyer. Et c'est ça, malheureusement, qui nous arrive. Et il faut travailler à ce que nous revenions à nos fondamentaux, ce qui fonde la famille africaine, la famille burkinabé. Si on revient à cela, on va éviter les mariages, les divorces qu'on connaît aujourd'hui. En tout cas, vivement qu'on se comprenne et que nos coutumes puissent être mises en valeur dans la situation des mariages. Et vous verrez que les divorces là vont diminuer. Personne ne souhaite les divorces pour sa jeunesse. Aucun pays ne peut accepter que sa jeunesse là se marie, se marie, divorce. Et ça, c'est pas intéressant. Ce n'est même pas bon pour l'avenir du pays. Ce n'est pas eux seulement. Non. Ce n'est pas bon pour l'avenir du pays. Ou dans un pays là, on ne fait que faire des divorces. Et on fait des enfants et on fait des divorces. Les enfants là, comme on l'a dit anthropologiquement, les enfants vont charger, vont porter la douleur là longtemps.
Oui. Et pour qu'il y ait une cohésion dans un pays, c'est très difficile. Dans un pays où on connaît rien que le divorce, ce n'est pas bon. Voilà. Et nous interpellons non seulement les jeunes, nous interpellons surtout nos détenteurs de us et coutumes d'intervenir, de faire tout pour que les mariages là soient solides et durables au Burkina Faso. Pour le grand bonheur du pays. Ne pas regarder seulement les familles, regardez le pays. Voilà. Regardez le pays a besoin de familles solides pour le défendre. Des familles disloquées ne peuvent pas défendre une famille. Des familles meurtries dans leur âme ne peuvent pas défendre un pays. Et vous devenez vulnérable, vous devenez la proie de tous les prédateurs. Voilà ce que je peux dire. Ok, d'accord. Merci bien. Si vous avez quelques mots pour la fin. Je voudrais, comme à l'entame, remercier l'équipe de votre chaîne de télévision, Iwili Communication, pour le travail formidable que l'équipe technique a, pour que les téléspectateurs puissent vous regarder et vous suivre régulièrement. Remercier l'initiative d'organiser ce type d'émission pour éclairer davantage la société burkinabé, parce que la société burkinabé, la société africaine, se doit de s'améliorer davantage. Si on s'améliore, si on revient à nos fondamentaux, personne, je dis bien personne, ne viendra de dehors nous déranger. Parce qu'on sera des familles solides, on sera des pays très solides et on pourra se défendre. Et ça passe par la solidité des couples, la solidité des familles, la solidarité et l'entraide dans toutes nos familles et dans tous nos pays et la solidarité entre tous les pays de l'Afrique. C'est comme ça que l'Afrique va émerger. Merci. Ok. Merci, M. Ramba, pour votre temps. Et nous sommes à la fin de notre émission. Pour tous ceux qui voudraient rentrer en contact avec M. Ramba, prenez les numéros qui s'affichent au bas de votre écran. Je vous remercie. Uli, bara yala, uli.